Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc commencer comme d'habitude par rappeler brièvement les points sur lesquels j'ai insisté la semaine dernière. Donc nous sommes toujours dans la partie, aujourd'hui j'espère qu'on va terminer la partie sur les unités lexicales. Et donc, je vous avais expliqué notamment un point important qui est la distinction entre unité lexicale et concept. Je vous l'avais expliqué à partir de ce schéma de Gustave Guillaume sur lequel je ne reviens pas, mais qui simplement montre bien la distinction entre d'un côté l'idéogénèse, c'est-à-dire la genèse du concept, de l'autre côté la morphogénèse, c'est-à-dire la construction des propriétés grammaticales des mots. Et par conséquent, cela signifie que la différence fondamentale entre concept et les mots, les unités lexicales, c'est le fait que les unités lexicales ont des propriétés grammaticales, c'est-à-dire qu'elles ont des propriétés, par exemple, de variation en temps, en mode, selon qu'il s'agit de verbes, de noms, etc. Alors qu'un concept n'est jamais ni un nom ni un verbe. Un concept, c'est une catégorie, éventuellement soit une catégorie mentale, soit une catégorie dans la réalité, selon la façon dont on conçoit les concepts, si j'ose dire. Mais en tout cas, jamais un concept n'a une partie du discours. N'appartient à une classe grammaticale. Donc c'est ça la différence principale entre les mots et les concepts. Bon. Je vous avais aussi expliqué à cette occasion la théorie de la valeur chez Saussure, qui est une théorie très importante dans l'histoire des idées linguistiques parce qu'elle a donné lieu à tout un mouvement de pensée qu'on appelle le structuralisme, bien que pour certains auteurs le structuralisme soit une façon, disons, une déformation de la pensée véritable de Saussure, mais passons sur ce point. Ce qui est particulier à cette théorie, à la théorie saussurienne du signe, c'est qu'elle est dualiste, c'est-à-dire le signe est composé de deux aspects, il y a une dualité du signe. Cette dualité du signe, elle est symbolisée ici par la relation entre signifié et signifiant. Je vous avais expliqué aussi que cette théorie dualiste du signe s'oppose à toutes les théories du signe d'avant et d'après Saussure qui sont en général ternaires parce qu'elles prennent en considération les trois pôles que sont, disons, la matérialisation du signe par un son, par des lettres, etc., ce qu'on a dans l'idée, le sens du signe, et puis la chose désignée. Alors, on avait vu récapituler, disons, quels sont les principaux constituants ou composants de l'unité lexicale. Donc le signifiant, qui peut être de différentes sortes, oral, graphique ou gestuel. La réalisation du signifiant, bon, je n'insiste pas sur ce point, mais c'est toute la distinction entre, par exemple, phonétique et phonologie qui intervient ici, ou entre graphème et écriture. Ensuite, vous avez le signifié, donc, qui est la signification du mot, mais qui est spécifiquement linguistique, donc spécifique aux langues. Le référent, c'est la chose désignée. Le concept, c'est la catégorie à laquelle appartient cette chose désignée. Et puis, on avait vu que le référent, il peut être imaginaire et que d'une langue à l'autre, les unités lexicales ne recouvrent pas les mêmes concepts. Et je vous avais donné des exemples, toutes sortes d'exemples de langues dans lesquelles il y a des concepts qu'on n'a pas en français ou en anglais, enfin dans les langues qui nous sont familières. Une synthèse du triangle sémiotique peut être présentée sous cette forme. Vous avez un pôle où il y a le signifiant dans un sens, disons, qui n'est pas strictement saussurien, puisque là, si vous voulez, mon triangle, il intègre le référent et en plus les concepts, donc j'utilise signifiant et signifié dans un sens qui n'est pas strictement saussurien, puisqu'à partir du moment où je présente une théorie ternaire du signe, enfin un modèle ternaire du signe, je ne peux plus être saussurien, puisque comme je viens de vous le dire, la théorie saussurienne, elle est dualiste. Donc on a le signifiant, un côté signifiant avec des sons, des gestes ou des lettres, qui sont donc des abstractions avec la réalisation de ces sons, de ces gestes, etc. Le pôle du signifié, du sens, qui nous intéresse là, puisqu'on fait de la sémantique, ici. Ensuite, vous avez les concepts ou les catégories qui sont des unités qu'on va dire mentales, et les référents, réels ou imaginaires, qui sont les membres de la catégorie. Alors,
Là, il y a un doute sur concept ou catégorie, hein. Encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça va être l'objet du premier moment de ce cours, les catégories peuvent être considérées comme des catégories que l'individu fait dans son esprit, ou bien comme des catégories qui existent dans le monde, indépendamment de l'esprit des personnes qui vivent dans ce monde, hein. Je vais y revenir dans un instant. Bon, ensuite, on avait examiné, il y a 2 points, si vous voulez, pour approfondir la notion d'unité lexicale et leur rôle dans les langues, dans la perspective qui est la nôtre, hein, de l'étude de la signification. Parce que bon, on pourrait s'intéresser aussi à la grammaire des unités lexicales, mais là, on va s'intéresser surtout à la signification. Donc il y a 2 choses. Il y a d'une part la distinction entre dénomination et désignation, et d'autre part la notion de catégorisation. Donc on avait vu la dernière fois cette distinction entre dénomination et désignation. Donc c'est simple, au fond, hein, vous avez une dénomination quand vous avez un mot, une unité lexicale. Que cette unité lexicale soit monolexicale ou polylexicale, peu importe. Vous pouvez avoir, par exemple, table ronde, c'est une unité lexicale, polylexicale, mais ça n'est pas 2 choses, c'est une seule dénomination, hein. Une désignation, en revanche, ça va être une structure composée de plusieurs éléments. Par exemple ici, médecin, spécialiste des yeux. Dans une désignation, je pars d'une catégorie générale et puis je la précise avec, là en l'occurrence, des adjectifs, des compléments du nom, des choses comme ça, lorsqu'il est question de nom. Donc, j'oppose ophtalmologiste comme dénomination à médecin spécialiste des yeux, qui est une désignation. Et puis, bon, on a l'impression que ces 2 expressions sont synonymes, hein, ophtalmologiste et médecin spécialiste des yeux. Elles le sont pour une large part, hein, au point qu'il est à peu près sûr que si un enfant vous demandait qu'est-ce que c'est qu'un ophtalmologiste, vous lui diriez c'est un médecin spécialiste des yeux, et puis ça marcherait très bien. Mais quand on regarde quand même dans le détail, je vous l'avais expliqué, hein, un ophtalmologiste et un médecin spécialiste des yeux, ça n'est pas tout à fait la même chose. Médecin spécialiste des yeux est au fond une catégorie plus générale, parce qu'on peut très bien avoir des médecins spécialistes des yeux qui ne sont pas des ophtalmologistes, hein, qui seraient par exemple des gens qui n'ont pas du tout fait d'études de médecine, qui font de la médecine naturelle, ou de la médecine avec n'importe quoi, hein, qui peuvent être des rebouteux, comme on trouve parfois dans les campagnes, des gens qui vous font du magnétisme, et puis qui peuvent avoir une spécialisation pour les yeux. Oui. Donc dans ce cas-là, vous voyez, on peut imaginer des médecins spécialistes des yeux qui ne sont pas des ophtalmologistes. Un autre exemple du même genre, lié à la formation des mots, c'est pour ça que je vous avais donné l'exemple de dépoussiérer, pour vous montrer que là aussi, il y a un rapport entre la dénomination et la désignation qui fait que la désignation est toujours plus générale que la dénomination, et que la dénomination, finalement, elle précise toujours quelque chose. Elle restreint, elle précise quelque chose. Par exemple, pour dépoussiérer, hein, je vous avais dit, si vous aviez, apparemment, de la même façon qu'on a dit ophtalmologiste, un synonyme serait, une expression synonyme serait médecin spécialiste des yeux, eh bien, pour dépoussiérer, on verrait dans le dictionnaire, par exemple, enlever la poussière. Alors, si on donne cette définition, je ne vais pas vérifier, hein, peut-être que la définition dans le dictionnaire est plus précise, mais si on accepte cette définition comme étant équivalente de dépoussiérer, on devrait dire, quand on a une poussière dans l'œil et qu'on essaie de s'enlever la poussière dans l'œil, je me dépoussière l'œil. Mais en réalité, on ne dit pas cela du tout, parce qu'on sait bien que dépoussiérer, et même si vous avez une petite poussière sur un écran d'ordinateur, je vous avais donné cet exemple aussi, et que vous enlevez cette poussière, vous n'avez pas dit je suis en train de dépoussiérer mon écran d'ordinateur. Vous direz ça si vous prenez par exemple un chiffon et que vous essuyez toute la poussière de l'écran. Donc l'idée de dépoussiérer, elle est liée à l'idée de faire le ménage, par exemple, hein. Donc vous voyez que par rapport à ce concept très général d'enlever la poussière, eh bien, qui est donc la désignation, hein, enlever la poussière, on va avoir une dénomination qui va être plus restreinte. Et là, encore une fois, c'est parce qu'on crée une unité lexicale codée.
C'est-à-dire en fait, on ne peut pas vraiment comprendre le sens de ophtalmologiste ou le sens de dépoussiéré simplement en décomposant le nom. Par exemple, pour dépoussiérer, je peux dire il y a un noyau poussière et puis il y a une base poussière et puis il y a un préfixe D. Hein, et puis l'ensemble forme un verbe, dépoussiérer. Donc ça me donne un indice sur le sens possible de dépoussiérer. Mais pour comprendre que dépoussiérer est un verbe qui ne va s'employer que dans le cas du ménage, de faire le ménage, eh bien j'ai besoin, ça c'est une décision plus ou moins arbitraire, c'est une restriction un peu arbitraire par rapport au sens très général de la désignation. Et donc ça, c'est codé, il faut l'avoir appris, on ne peut pas le deviner complètement. La formation du mot, on va le voir quand on verra d'un peu plus près la formation des mots, elle permet de donner des indices pour la compréhension du mot, mais en général, quand on a une véritable dénomination, eh bien, il y a quelque chose de codé, il y a quelque chose d'arbitraire à un moment donné, on a pris une décision pour nommer ça. Je prends un dernier exemple que je ne vous avais pas donné la dernière fois et que j'aime bien, c'est l'exemple du mot potelet, un potelet, un potelet. D'accord ? Est-ce que certains ont une idée de ce que ça peut signifier, un potelet? P-O-T-E-L-E-T. Je ne l'ai pas écrit là parce que je ne voulais pas insister, mais c'est un exemple intéressant. Oui? Un petit pot. Alors, c'est presque ça. C'est un petit poteau, en fait. Hein. Bon, ça aurait pu être un petit pot, mais là, c'est un petit poteau. Bien. Alors, admettons qu'on parte de petits poteaux. Est-ce qu'on va dire simplement qu'un potelet, c'est un petit poteau? Pourquoi, à ce moment-là, on aurait à un moment... C'est relativement récent, hein, je ne me souviens plus quand est-ce qu'il est entré dans le dictionnaire, ce mot, mais c'est assez récent. Pourquoi on aurait créé ce mot spécial, potelet, si ça voulait dire rien de plus qu'un petit poteau? Mais, encore une fois, c'est que si on a jugé nécessaire de créer une dénomination particulière avec potelet, c'est qu'on voulait parler non pas des petits poteaux en général, mais d'un certain type de petits poteaux. Et que sont les potelets? Eh bien, c'est dommage que si j'avais prévu que je vous parlerais de ça, je vous aurais montré une image, mais vous allez très bien comprendre. Ce sont des petits poteaux qu'on utilise, par exemple, en les reliant par des cordes pour séparer, par exemple, des files d'attente. Hein, donc, un petit poteau de ce genre-là, ou encore des poteaux qui font à peu près 1 mètre de haut et qu'on utilise sur les trottoirs pour empêcher les voitures de se garer. Voyez ? Donc, ce n'est pas juste un petit poteau, parce qu'on pourrait très bien imaginer que quelqu'un qui s'occupe, par exemple, pour les poteaux, qui s'occupe des poteaux électriques. Hein, alors peut-être que dans les poteaux électriques, un spécialiste des poteaux électriques qui transmettent l'électricité, pour eux, il y a peut-être des grands poteaux électriques qui font je ne sais pas combien de mètres, des moyens, des petits. Hein. Bon. Et puis il pourra dire, ah oui, j'ai besoin d'une livraison de petits poteaux. Voilà. Ça sera les genres de petits poteaux dans la catégorie des poteaux électriques. Mais ça, c'est une désignation. On n'a pas de nom spécial pour les petits poteaux électriques. Hein. Le nom de potelet ne peut pas désigner ce genre de petits poteaux. Donc vous voyez, encore une fois, le potelet, ce n'est pas n'importe quel petit poteau. Donc retenez cette idée qu'à partir du moment où on introduit une dénomination dans la langue, c'est parce qu'est éprouvé le besoin de désigner de référer à une catégorie précise pour toutes sortes de raisons. Ça peut être aussi pour des raisons politiques, par exemple, de créer des mots comme ça qui vont signifier quelque chose de très particulier. Bref, je ne veux pas insister, mais c'est quand même très important cette distinction. Et ça montre que eh bien, il y a quelque chose de... C'est ce que Kléber appelle l'iconicité de la dénomination, c'est-à-dire le fait qu'on ait un seul mot
est en quelque sorte une image du fait que, par rapport à la désignation, la dénomination désigne une catégorie bien précise, une sous-catégorie. Bref, je passe maintenant à un point aussi extrêmement important qui est la question de la catégorie et de la catégorisation. Alors, je vais l'examiner uniquement sous l'angle cognitif, sous l'angle psychologique, parce que c'est ce qui va nous être le plus utile pour, ici pour l'explication du sens. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, hein, il y a bien des catégories aussi dans la réalité qui ne sont pas que dans l'esprit des gens. Hein. Donc, bon, mais je reviendrai un peu en conclusion sur cette question épineuse. Alors, les catégories, hein, on n'a pas arrêté d'en parler, de dire, bon, les mots renvoient à des catégories, à quoi est-ce qu'on réfère quand on parle des catégories? Bon, bah, on parle d'un processus psychologique qui est le processus de catégorisation. Hein. La catégorisation, c'est le fait de mettre les choses dans certaines catégories. Hein. Catégoriser, par exemple, dans cette définition, c'est traiter un ensemble de choses comme d'une façon ou d'une autre équivalentes. Les mettre sur le même tas, les appeler par le même nom, y répondre de la même façon. Donc, dès que vous percevez quelque chose, vous le catégorisez. Si voilà, vous le catégorisez comme un membre quelconque d'une catégorie. Hein. On ne peut pas ne pas catégoriser. C'est-à-dire que si vous regardez autour de vous, tous les objets et les personnes qui sont autour de vous appartiennent à des catégories. Vous voyez par exemple des chaises qui ont une spécificité. Hein. Ces chaises, elles sont toutes différentes les unes des autres. Enfin, elles se ressemblent beaucoup, mais peut-être que quand vous regardez bien, l'une a des rayures à tel endroit, l'autre a quelque chose d'écrit dessus, etc. Mais bon, vous ne vous intéressez pas à la singularité de chaque chaise. Ce qui va vous intéresser, c'est la chaise comme catégorie. On a des tables, on a des ordinateurs. Bon, là encore, il y a des ordinateurs de différents types, il y a des tablettes, des ordinateurs portables. Mais quand vous voyez les ordinateurs portables de vos voisins, là, eh bien, vous ne vous interrogez pas sur la spécificité. À la rigueur, vous pouvez voir les sous-catégories de marques, par exemple, il y a Apple, les Windows, etc. Bon, mais à chaque fois, vous voyez chaque ordinateur comme un membre quelconque d'une catégorie. Hein. Un membre quelconque de la catégorie ordinateur, ou bien un membre quelconque de la catégorie Apple, ou même un membre quelconque de la catégorie Apple d'une certaine sorte, etc. Vous voyez des personnes autour de vous. Ben, vous ne les connaissez pas dans leur singularité. Vous voyez soit des êtres humains autour de vous, soit vous voyez des catégories, soit des hommes, des femmes, etc., des blonds, des bruns, etc., etc. Donc vous voyez, tout ce qui vous entoure, en fait, il n'y a rien, si vous regardez bien autour de vous, il n'y a rien que vous ne pouvez pas mettre dans une catégorie. Absolument rien dans tout ce qui vous entoure. Je ne sais pas, ou alors dites-moi quelque chose, ou alors il faudrait imaginer une espèce d'objet technique étrange où vous n'auriez pas la moindre idée de ce que c'est. Dans le pire des cas, vous allez dire, bon, c'est un genre d'outil. C'est sûrement un outil. C'est quand même extrêmement rare qu'on se trouve face à quelque chose, une réalité, un être, qu'on ne puisse pas mettre dans une catégorie ou une autre. Vous voyez là, autour de nous, quelque chose où vous pourriez dire, ça, je ne sais pas dans quelle catégorie ce serait? Non. Bon, alors, ça veut dire que quand on catégorise, on traite des choses comme équivalentes. Et quelle que soit leur différence, vous voyez, quand on présente des choses comme sur ce tableau, là où on voit une rangée de pommes, de poires, de tomates, après des animaux, des vaches, des chiens, des chevaux, des tasses, des voitures, bon, qui sont des jouets, là, mais peu importe, on ne fait pas la différence. On dit tout de suite des tomates. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de dire, si je vous demandais ce que c'est que ça, ben, vous diriez une pomme. Vous ne diriez pas une pomme rouge et jaune, d'une taille moyenne, etc. Non, vous diriez une pomme. Tout de suite, l'objet vous apparaît comme étant indifférent à toutes les différences qu'il peut y avoir avec les autres pommes du même genre. Et quand vous voyez ces
ces choses-là. D'une certaine façon, entre deux pommes, par exemple entre cette pomme verte et une pomme bien rouge, il y a peut-être plus de différence en termes de couleur, vous voyez, que par exemple entre la pomme rouge et la tomate, qui est rouge aussi et qui est ronde. Bon, mais vous ne confonderez pas les catégories. Vous mettez les pommes dans la catégorie des pommes, les tomates dans la catégorie des tomates. Bon, ça a l'air très simple tout ça. Regardons d'un peu plus près la catégorie des tasses dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il y a un article déjà ancien mais classique et tout à fait intéressant de Leibov, William Leibov, qui ensuite est devenu disons, l'un des grands auteurs de la sociolinguistique, et qui a travaillé sur la catégorisation des tasses. Qu'est-ce qu'on appelle une tasse? Alors, il a fait varier, vous voyez, il a fait varier, là, on voit un peu sur ce schéma, si on veut dire ce que c'est qu'une tasse, on peut faire varier la profondeur hein, de l'objet, du contenant, on peut faire varier la forme, c'est-à-dire on peut avoir un pied ou pas de pied, et avec une anse toujours, mais il y a toujours une anse hein, dans ces tasses. On pourrait même avoir des catégories où on a des tasses, mais où il n'y a pas l'anse. Hein. Bon, mais ce qui va nous intéresser, c'est quand on regarde les tailles, à quel moment j'ai une tasse et à quel moment j'ai un bol. Hein. Les catégories de tasses et de bol, je veux dire, ce sont des noms assez communs, assez courants. Je ne pense pas que vous ayez un problème à savoir ce que ça signifie, le mot tasse ou le mot bol en français. Mais quand on regarde encore une fois dans le détail, et qu'on fait, comme l'a fait Leibov, une étude, on se rend compte qu'en fait, il y a toute une zone un peu intermédiaire, un diamètre, qui va faire en sorte qu'on va passer de la tasse au bol. Vous voyez? C'est-à-dire que là, donc on a sur ce graphique donc, en abscisse le diamètre hein, qui augmente de plus en plus. Vous voyez, là, il y a un diamètre de 1, 1,2, un diamètre de 1,5, un diamètre de 1,9. Donc là, sur cet axe, j'ai l'augmentation du diamètre. Et là, j'ai le pourcentage de personnes qui vont dire est-ce que c'est une tasse ou est-ce que c'est un bol. Donc vous voyez, là, pour ce diamètre-là, 1, j'ai 100% des personnes qui disent que c'est une tasse. Quand j'ai le diamètre 1,2, déjà j'ai un peu d'hésitation, il n'y a pas 100%. Pour 1,5, c'est pareil. Et quand je passe à 1,9, alors là, j'ai une nette baisse et je commence à avoir des personnes qui, entre 1,5 et 1,9, vont parler plutôt de bol que de tasse. Hein. La notion de bol va apparaître, je pense. Bon, là, le schéma est un peu ambigu parce qu'on a l'impression qu'il y a 0, mais non, mais il y a 0, effectivement. Personne ne parle de bol, mais il y a quand même une baisse, c'est-à-dire que les gens ne savent pas trop. Hein. La catégorisation de l'objet comme tasse n'est pas acquise. Et puis, à partir du diamètre 2,5, vous voyez, ça s'inverse. C'est-à-dire que là, à partir du diamètre le plus grand, eh bien, presque plus personne, enfin, disons si, il y a encore quelques personnes, vous voyez qu'on est à 2,5, qui va parler de tasse, mais la majorité va parler de bol, et sans doute que si on augmentait encore, ça continuerait, sauf si on augmentait tellement que ça devienne une assiette, à ce moment-là, une assiette creuse ou quelque chose comme ça. Donc, au fond, la catégorie, quand on simplifie la notion de catégorisation en disant que catégoriser, c'est mettre les choses dans le même, les traiter comme équivalentes, eh bien, il y a quand même des problèmes de frontières entre les catégories. Vous voyez, entre la catégorie bol et la catégorie tasse, il n'y a pas une séparation nette. Hein. Je veux dire, il y a une zone un peu floue où on ne sait pas trop si on a affaire à une tasse ou à un bol. Alors, la zone est encore plus floue lorsque on a fait intervenir ce que Leibov appelle un contexte, c'est-à-dire si vous mettez de la nourriture à l'intérieur de la tasse ou du bol. D'accord ? Eh bien là, vous voyez que donc, en trait plein, vous avez le schéma de tout à l'heure, hein, c'est le même, et en pointillé, vous avez le contexte avec de la nourriture. Hein. Et là, que se passe-t-il ? Eh bien, on voit que le croisement entre tasse et bol apparaît beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que à partir du moment où on met de la nourriture dedans,
l'objet, dès qu'il atteint un diamètre un tout petit peu plus grand, est catégorisé comme un bol. Pourquoi? Parce que dans la différence entre tasse et bol, il n'y a pas seulement la dimension, le diamètre qui compte, mais il y a aussi ce qu'on en fait. Alors, si on vous met de la nourriture dans une tasse, on va vous dire « Ah tiens, c'est bizarre, il mange du riz dans une tasse. » Bon, c'est bizarre. Mais dès qu'on augmente un peu la tasse, vous allez interpréter que ce n'est pas une tasse, que c'est un petit bol en fait, assez vite. Donc, ça complique encore la question de la catégorisation parce qu'en fonction de la façon dont je présente l'objet, vous voyez qu'il ne va pas être catégorisé tout à fait de la même façon. Donc il y a bien un flou dans la catégorisation sur lequel on reviendra tout à l'heure. Maintenant, deuxième point important sur la notion de catégorisation, c'est les hiérarchies d'inclusion et la notion d'hyperonyme et d'hyponyme, qui sont peut-être des notions que vous connaissez déjà, mais qui sont des notions classiques en sémantique. Donc, les catégories s'organisent en hiérarchie, c'est-à-dire que vous avez des catégories générales qui incluent des catégories plus petites. Bon, pour prendre un exemple tout à fait traditionnel, la catégorie animale peut se diviser notamment en mammifères et en oiseaux. Bon, il y en a d'autres, mais on n'en a mis que deux ici. Les mammifères eux-mêmes peuvent se distinguer entre carnivores et ongulés. À chaque fois, on a des catégories. Les carnivores, je peux distinguer dans la catégorie des carnivores, la catégorie des guépards, la catégorie des tigres, des lions. Dans les ongulés, je peux distinguer la catégorie de la girafe, la catégorie du zèbre, etc. etc. Du point de vue du lexique technique, on parle d'hyperonyme pour désigner le nom plus général qu'un autre. Donc on va dire que animal est un hyperonyme de mammifère, que mammifère est un hyperonyme de carnivore et de ongulé, d'accord, que carnivore est un hyperonyme de guépard ou de tigre ou de lion. Inversement, on parle d'hyponyme quand on parle. Donc ces notions d'hyperonyme et d'hyponyme sont relatives. C'est hyponyme de quelque chose ou hyperonyme de quelque chose. Donc à l'inverse, on va dire que mammifère est un hyponyme d'animal, que carnivore est un hyponyme de mammifère, que guépard est un hyponyme de carnivore. D'accord ? Donc ces relations hyperonyme-hyponyme, ce sont des autres façons de désigner les relations d'inclusion. Quand je parle d'hyperonyme, je parle d'une catégorie qui inclut d'autres. Quand je parle d'hyperonyme, je parle d'une catégorie qui est incluse dans une autre. D'accord ? Donc cette notion d'inclusion, elle est extrêmement importante. Ça marche aussi avec toutes sortes de notions, pas seulement avec des choses très concrètes. Vous voyez que quand vous prenez une leçon de droit sur ce que c'est qu'une personne, alors vous avez la catégorie de la personne physique ou de la personne morale, la personne morale de droit privé qui est un hyperonyme, la personne morale de droit public. Dans la personne morale de droit privé, vous pouvez avoir la société et l'association. Personne morale de droit public, État, collectivité territoriale, établissement public. Parmi la catégorie établissement public, vous avez 4 autres catégories, par exemple collège, lycée, université, école. Et chacune, chaque nom, voyez, est un hyperonyme de celui qui est au-dessus. Collège est hyperonyme de établissement public, etc. Quand vous considérez cet exemple et que vous le généralisez un peu, vous vous rendez compte que beaucoup de nos connaissances, en fait, quand vous apprenez le droit, quand vous apprenez les mathématiques, quand vous apprenez, je ne sais pas, l'histoire, beaucoup de nos connaissances sont en fait tout simplement des connaissances des catégories. Connaître un domaine du savoir quelconque, avoir des connaissances dans un domaine de savoir quelconque, c'est être capable de comprendre les catégories, les sous-catégories. C'est ce qu'on fait d'ailleurs ici dans ce cours de linguistique. Je vous enseigne des notions, des mots qui renvoient à des catégories qui elles-mêmes sont incluses dans d'autres. Et c'est quand on comprend l'inclusion qu'on commence à devenir un expert ou un connaisseur du domaine. Vous voyez,
un juriste, quand on lui parle de société, dans son esprit, immédiatement, il a dans l'idée que c'est une personne morale de droit privé. Quand on parle de société au sens d'une société dans ce sens-là, hein, pas de la société en général. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que une fois qu'on a les connaissances sur les catégories, ces connaissances, on ne peut en quelque sorte plus les éviter. C'est-à-dire que vous allez voir les choses d'une façon différente. Voir les choses d'une façon différente parce que vous maîtrisez des catégories et des sous-catégories. Je vous donne un exemple, mais je suis en train de me dire, là, je me demande si je ne vous l'ai pas déjà donné, mais peu importe. Deux personnes qui se promènent dans une forêt. L'une a des connaissances en botanique, l'autre n'en a pas. Les catégories avec lesquelles va fonctionner la personne qui n'a pas de connaissances botaniques, ce sera des catégories comme arbre, feuille, tronc, mousse. Bon, hein. Des catégories assez générales. Mais la personne qui a des connaissances botaniques, ces catégories, ça ne va pas être arbre, etc. Ça va être chêne, bouleau, etc. Et puis même vieux chêne, jeune bouleau, etc., etc. Donc vous voyez, les deux personnes, au fond, ne verront pas le monde de la même façon, ne verront pas la forêt de la même façon. Il y en a un qui va voir des arbres, et l'autre, il va voir des chênes, des bouleaux, des choses. Donc en fait, la façon dont les catégories dont vous disposez, la nature des catégories dont vous disposez, vous donne une vision du monde, au fond, particulière, hein, différente de ceux qui, dans l'esprit, n'ont pas les mêmes catégories. Bien. Alors, pour continuer dans le vocabulaire lié à la notion de catégorie, il y a deux notions importantes qui sont les notions d'extension et d'intention, hein, pour les catégories ou les concepts. Là, je parle des catégories au sens de concepts mentaux, cognitifs. Hein. Donc, deux façons, hein, de définir les catégories, soit une définition qu'on appelle en intention, hein, lorsque vous avez une formule, une définition. Vous dites par exemple pour les nombres pairs que c'est l'ensemble des entiers naturels n, hein, n appartenant à n, tel que pour P appartenant à n égale 2P. Donc voilà, bon, c'est une chose tout à fait banale, hein, mathématique, de caractériser les nombres pairs par le fait qu'ils sont divisibles par 2. Hein, voilà. Ça, c'est une façon, si vous voulez, mathématique de le noter, mais c'est la définition que je donnerai des nombres pairs. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre pair? Un nombre divisible par 2. Voilà. Et ça, c'est juste la formule mathématique qui dit la même chose. C'est ce qu'on appelle une définition en intention. On dit aussi en compréhension. Et puis, vous pouvez dire aussi, c'est quoi les nombres pairs? Voilà, les nombres pairs, c'est par exemple 0, 2, 4, 6, 8, etc. Hein, et puis, bon, vous pensez que la personne peut inférer toute la suite. Et là, c'est une énumération. Hein. Ça va être plus pertinent lorsque on va vous demander, par exemple, on va vous donner une liste de nombres, hein, mettons une liste de 30 nombres, et on va vous demander quels sont les nombres pairs dans cette liste. Et là, soit vous répondez en disant ce sont tous les nombres qui sont divisibles par 2, soit vous répondez en donnant la liste de tous les nombres pairs qui sont dans cette liste de 30 nombres. Alors un exemple, maintenant, au lieu d'un petit exemple mathématique, un exemple linguistique, avec le mot chien, la catégorie chien. Donc là, vous avez deux possibilités, à nouveau. Une définition intentionnelle, donc qui renvoie à la définition, donc par exemple ici dans le TLFI, mammifère carnivore,
très anciennement domestiqué, dressé à la garde des maisons et des troupeaux, à la chasse ou bien élevé pour l'agrément. Vous voyez, vous avez toutes sortes de caractéristiques, mais vous retrouvez les subdivisions de catégories là. Vous avez le chien, il est inclus dans la catégorie mammifère. D'abord, c'est la catégorie point de départ. Et ensuite, on ajoute des spécifications qui sont des SEM, comme on a vu dans un cours précédent, la notion d'analyse sémique et la notion de SEM, qui sont donc des traits caractéristiques, enfin disons des propriétés de ces choses ou ces êtres qui vont être dans la catégorie ici mammifère. Donc première propriété carnivore, deuxième très anciennement domestiqué, troisième propriété dressée à la garde des maisons et des troupeaux, etc. D'accord ? Donc vous avez une définition avec un certain nombre de traits définitoires. Vous partez d'une catégorie mammifère et vous diminuez avec un certain nombre de caractéristiques. C'est typiquement ce qu'on a vu tout à l'heure comme étant une désignation. Ça, c'est la définition intentionnelle. Et puis la définition extensionnelle, ça va être simplement de dire « et chien, ça, un ensemble de chiens, l'ensemble de ce qui peut être nommé chien ». Alors, donc l'ensemble de tous les chiens, si vous voulez. La définition extensionnelle, c'est l'ensemble de tout ce qu'on peut nommer chien. Alors, quand on parle de l'extension d'un nom, on parle aussi bien de l'extension d'un concept que de l'extension d'un nom, on va caractériser cette notion d'extension. Alors faites attention parce qu'en linguistique, on a deux termes très proches qui signifient deux choses tout à fait différentes. Il y a extension avec un T et expansion, P-A-N, qui est l'expansion nominale. Par exemple, les adjectifs ou les compléments du nom sont des expansions du nom. Bien. Donc l'extension d'un nom ou d'un syntagme nominal ou d'un groupe nominal, c'est l'ensemble des êtres ou objets auxquels le nom est applicable. Donc l'extension de chien, du nom chien, vous voyez, là je suis dans la définition extensionnelle. Si je dis l'extension du nom chien, c'est l'ensemble de tous les êtres que je peux nommer chien. D'accord ? Alors, maintenant, cette distinction entre extension et intention permet d'expliquer la loi de Port-Royal, ce qu'on appelle la loi de Port-Royal, qui est donc un principe qui a été explicité par les auteurs au XVIIe siècle, ayant participé notamment à ce qu'on appelle la logique de Port-Royal. Enfin, bon, pas le temps de développer ce point. L'extension et l'intention varient en proportion inverse. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que plus l'intention est grande, plus l'extension est petite. Et inversement, plus l'extension est grande, plus l'intention est petite. Alors comment je peux le voir ? Tout simplement, comparer mammifères et chiens. Donc quand je parle d'extension grande ou petite, forcément, je veux dire que quand j'ai une extension plus petite, j'ai une sous-catégorie de la catégorie de grande extension. Par exemple, si je compare mammifères et chiens, mammifères, vous êtes d'accord, a une extension plus grande que chien, puisque dans la catégorie des mammifères, je mets les chiens, mais je mets beaucoup d'autres choses. Donc, l'extension de mammifères est plus grande que l'extension de chien. Mais qu'en est-il au niveau de l'intention ? Donc de la définition. Forcément, la définition de mammifère va être plus courte, va avoir moins de caractéristiques que la définition de chien. D'ailleurs, je le vois dans la définition de chien, puisque la définition de chien, je pars de mammifère et j'ajoute des caractéristiques. Donc, cette loi, si vous voulez, elle répond à quelque chose de très simple à comprendre, qui est intuitivement tout à fait évident, c'est que quand vous avez une grande catégorie, si vous ajoutez des propriétés complémentaires, donc c'est-à-dire vous augmentez l'intention, vous diminuez la taille de la catégorie, forcément. Donc, il y a cette loi de Port-Royal, l'intention et l'extension varient en proportion inverse.
Donc on parle d'extension, d'attention d'une catégorie dans ce sens-là. Hein. L'intention, c'est la définition, et l'extension, c'est l'ensemble de tout ce qui peut être désigné par la catégorie. Alors, on parle également de l'instance, ça c'est un anglicisme, hein, ou le membre d'une catégorie. Donc, je ne sais pas moi, si je prends la catégorie des ordinateurs en général, et que je considère votre ordinateur à vous, eh bien cet ordinateur-là est une instance ou un membre de la catégorie ordinateur. Tous les ordinateurs qui sont ici sont un certain nombre d'instances ou de membres de la catégorie. Donc vous avez les catégories, les membres de la catégorie. Hein. Alors, maintenant, ce qui est intéressant à observer, ce qu'a montré la psychologie cognitive, parce que là, on va utiliser toujours dans cette perspective d'une linguistique théorique, hein, on va utiliser les apports de la linguistique cognitive. La linguistique, de la psychologie cognitive, pardon. La psychologie cognitive a montré, dans les années 70, hein, donc 1970, c'est donc quelque chose d'ancien déjà, a montré qu'il y a deux façons de catégoriser. En fait, la catégorie, comme vous l'avez compris, au sens psychologique du terme, c'est le résultat d'un processus cognitif de catégorisation, un processus psychologique ou cognitif de catégorisation. Et ce processus cognitif, il y a deux façons, si vous voulez, de le réaliser. Il y a deux types de catégorisation. Donc, c'est ce qu'on va voir, et d'ailleurs que ça va nous amener à aller au-delà de certaines intuitions communes. Donc, il y a un premier modèle qui est le modèle dit des conditions nécessaires et suffisantes. Parfois, on l'appelle aussi le modèle aristotélicien, qui est donc l'idée que les catégories sont définies par un dénominateur commun. La question, là, c'est comment je fais, quand je vois quelque chose, pour le mettre dans une catégorie, ou alors comment je fais pour dire que quelque chose est dans une catégorie à quelqu'un. Eh bien, là, l'idée est qu'on va utiliser, on va dire, cette chose appartient à la catégorie si elle possède les propriétés définitoires de la catégorie. Donc, par exemple, vous prenez oiseau et vous le définissez comme vertébré à plumes. Hein, c'est une définition classique. Donc, vous voyez que, comme on l'a vu tout à l'heure, oiseau est donc un hyponyme de vertébré, hein, puisque vertébré, c'est une catégorie générale. On ajoute dans l'intention du concept, on ajoute à plume, et donc ça en fait un sous-ensemble de l'ensemble des vertébrés. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que ce qui va me permettre, selon ce modèle de la catégorisation, de mettre un oiseau dans la catégorie, enfin de mettre un animal dans la catégorie oiseau, c'est de vérifier s'il est porteur de ces deux propriétés. Donc si on me montre un animal bizarre, et que je constate d'une part qu'il est vertébré, d'autre part qu'il a des plumes, je vais le mettre sur la base de la présence de ces deux propriétés dans la catégorie oiseau. D'accord? Et inversement, si on me montre un animal bizarre et on me dit c'est un oiseau, ben, j'en déduirai, même si ça ne se voit pas bien, qu'il est vertébré et qu'il a des plumes. Il y a des oiseaux qui ont des toutes petites plumes, on ne sait pas bien si ce sont des plumes ou des poils, mais si on vous dit qu'il a des plumes, que c'est un oiseau, vous en déduisez obligatoirement qu'il a des plumes, selon ce modèle. C'est pour ça qu'on parle de conditions nécessaires et suffisantes. D'accord ? Alors, ce modèle est évidemment à la base des classifications scientifiques. Là, ça c'est un modèle, un exemple scolaire hein, de classification des animaux avec les invertébrés, les vertébrés. Vous voyez, il y a deux grandes catégories, invertébrés, vertébrés. Et puis dans les vertébrés, toutes sortes de sous-catégories. Et là, vous retrouvez l'oiseau. Hein, donc,
qui est un vertébré qui porte des plumes. Et c'est cela qui va faire la différence, par exemple, avec l'amphibien, parce que la peau est nue, avec le reptile, la peau porte des écailles, avec le mammifère, la peau porte des poils et la femelle porte des mamelles, et puis avec le poisson, la peau porte des écailles non soudées, par opposition aux reptiles où les écailles sont soudées. Donc vous voyez, vous avez des sortes de propriétés qui vont vous permettre de classer les êtres appartenant au règne animal. Hein. Bon. Alors, le problème, avant d'arriver au problème, je synthétise. Donc, quels sont les principes donc, de ce modèle des conditions nécessaires et suffisantes? C'est que, d'une part, les catégories ont des frontières bien déterminées. C'est-à-dire que si vous reprenez l'oiseau comme vertébré à plumes, soit il a des plumes, soit il n'en a pas. S'il a des plumes, il est oiseau. S'il n'en a pas, il n'est pas oiseau. Il n'y a pas d'animal où on va hésiter en disant « Ah, il a des plumes, mais pas beaucoup, donc je ne sais pas s'il est en oiseau ou pas oiseau. » Non. En fait, il n'y a pas d'intermédiaire. Soit c'est un oiseau, soit c'en est pas un. D'accord ? Bon, on peut formuler la même idée avec cette formulation. L'appartenance d'une entité particulière à une catégorie s'inscrit dans le cadre d'une logique binaire vrai-faux. Hein, c'est la même chose. Il n'y a pas de zone grise. Hein. L'animal que vous voyez, si quelqu'un vous dit c'est un oiseau, soit c'est vrai, soit c'est faux. Et pour savoir si c'est vrai ou faux, vous regardez les propriétés. S'il a des plumes et qu'il est vertébré, c'est vrai. Si soit il n'a pas de plumes, soit il n'est pas vertébré, c'est faux. Et enfin, tous les membres de la catégorie ont le même statut. C'est-à-dire que dans cette définition de la catégorie, quelles que soient les différences entre les oiseaux, comme la catégorie est définie par les deux propriétés vertébrées et à plumes, tous ont le même statut. Il n'y a pas un oiseau, un type d'oiseau, qui serait plus oiseau que les autres, ou qui serait plus représentatif de la catégorie que les autres. Tous les oiseaux sont oiseaux dans le même sens, hein, en quelque sorte. Alors, cette classification, comme disons ce type ce mode de la catégorisation, ce type de catégorisation, est commode, comme je vous l'ai dit, pour la classification scientifique, hein, mais le problème est de savoir si elle correspond à notre façon spontanée et naturelle de catégoriser. Parce que c'est une chose d'avoir un regard scientifique sur le monde et d'être, par exemple, un zoologiste qui doit classer les espèces et donc avoir des propriétés tout à fait objectivables, hein, pour classer les catégories ou les catégories d'animaux, ou alors, je ne sais pas, des médecins, par exemple, qui ont besoin de classer les symptômes ou les maladies, ou les physiciens qui classent les différents types ou les chimistes, je voulais dire, qui classent les différents types de molécules, etc. Bon. Donc, c'est sûr qu'on a besoin de ce genre de classification, de ce genre de modèle pour un certain type de sciences, du moins pour les sciences dures, comme on dit, parfois. C'est d'ailleurs peut-être ça qui est caractéristique des sciences dures par rapport à d'autres. Mais alors, il n'est pas certain que ça n'est pas parce que ce mode de catégorisation est pratique qu'il reflète la façon dont les êtres humains catégorisent spontanément. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, certes, le zoologiste, son métier, c'est de classer, notamment, hein, dans son métier, il est prévu qu'il catégorise les espèces animales. Donc, il doit faire la différence entre différents types d'animaux. Hein. Peut-être il découvre des espèces nouvelles, ou alors... Bon, bref. Et tout à l'heure, je vous ai fait remarquer que vous, tous et toutes, dans cette salle, vous catégorisez en permanence, sans vous en rendre compte. Tout ce qui est autour de vous, tous les objets, toutes les êtres, toutes les personnes, même les groupes, hein, la salle entière est une catégorie, c'est une salle de cours, c'est un sous-type de catégorie de salle, hein, c'est pas la même chose qu'une salle des fêtes, par exemple. Bon. Donc vous catégorisez aussi en tant qu'être humain en permanence.
Mais est-ce que votre façon spontanée, naturelle de catégoriser est la même que celle des scientifiques? C'est-à-dire, quand vous regardez l'ordinateur d'un camarade, est-ce que vous êtes là, dans votre tête, à faire défiler les propriétés d'un ordinateur pour vérifier que c'est bien un ordinateur et pas un livre? Est-ce que ça se passe comme ça dans l'esprit? Est-ce que, par exemple, pour prendre un exemple un peu plus réaliste, entre une tablette, par exemple, et un livre, hein, comment est-ce que vous faites pour catégoriser ça spontanément? Vous ne faites pas la différence, vous n'hésitez pas, enfin, sauf si vous voyez une tablette quelconque, un iPad par exemple, et puis un livre qui sera assez fin et qui aura un peu la même épaisseur et les mêmes dimensions, vous n'allez pas hésiter. Pourquoi? Bon, par exemple, vous allez voir qu'il y a un écran pas sur l'iPad et pas sur le livre. Bon. Donc, est-ce que ça va être ça votre façon de fonctionner? Est-ce que ça va être de vous dire il y a un écran, c'est une propriété des tablettes, donc sur la base de cette propriété, je vais dire que cette tablette fait partie des ordinateurs, enfin, que cet objet est une tablette et pas un livre, hein, par exemple. Mais on pourrait prolonger la question entre un livre, un cahier, je ne sais pas, une revue. Comment est-ce que vous allez faire la différence? Est-ce que vous avez des propriétés en tête pour faire cela? Bon, bref. Donc, vous voyez que la question se pose de savoir spontanément comment nous catégorisons les choses autour de nous. Et cette question, elle est importante pour le linguiste parce que les mots dont nous disposons dans les langues, ce sont les catégories avec lesquelles nous fonctionnons. D'accord? Même si, comme on l'a vu la dernière fois, il existe des catégories qui n'ont pas de mots. Des catégories qu'on peut conceptualiser, mais qui n'ont pas de mots dans une langue donnée. Mais considérons, pour simplifier pour l'instant, simplement les catégories qui sont sémiotisées, les catégories pour lesquelles nous avons des mots. Ces mots, on les a reçus. Hein. Le vocabulaire d'une langue, il n'a pas été décidé par des scientifiques qui ont dit, alors, sauf le vocabulaire technique, hein, mais je parle là du vocabulaire courant. Chaise, table, etc. Chaise, table, même ordinateur, bon, on va dire qu'on peut peut-être considérer que c'est un peu plus technique, mais bon, voilà, il y a tous les mots du langage courant, indépendamment donc des mots techniques, ils n'ont pas été, les contours, les catégories qu'ils désignent n'ont pas été décidés par des scientifiques, comme un zoologiste donne des critères objectifs pour dire ce qu'est tel animal par rapport à tel autre, hein, ce qu'est un oiseau par rapport à un reptile, etc. Vous êtes bien d'accord, ce n'est pas des scientifiques qui ont décidé ça. Certes, on a des dictionnaires, on a des définitions dans les dictionnaires, mais les catégories n'ont pas été décidées par les auteurs des dictionnaires. Les auteurs des dictionnaires n'ont fait que recueillir ce que signifient les mots dans la langue considérée pour consigner. Hein. Mais les langues, le vocabulaire dont nous disposons, je ne sais pas, en français, en anglais, en espagnol, en allemand, en chinois, etc., c'est le produit de la façon naturelle des humains de catégoriser. Si nous avons tel ou tel mot dans telle ou telle langue, c'est le résultat de la façon naturelle de catégoriser. Alors, encore une fois, dans le cas du vocabulaire technique, c'est différent, parce qu'on peut imaginer que là, il y ait un vocabulaire scientifique décidé objectivement par des scientifiques, et là, il y aura des propriétés un petit peu différentes. Donc, il faut se poser cette question de savoir comment on catégorise, nous, spontanément, naturellement, et est-ce qu'on le fait avec ce modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Alors, je vais y répondre un peu complètement en vous présentant un autre modèle, mais on peut déjà avoir un premier doute, et puis je vous explique cela, et puis ensuite on fait une pause. On peut avoir un premier doute avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur la tasse et les bols. Hein. Vous voyez qu'on a dit que une propriété fondamentale
du modèle des conditions nécessaires et suffisantes, c'est que il n'y a pas de flou dans les catégories. Les catégories sont très nettement définies. Un oiseau, c'est un oiseau ou pas un oiseau, parce qu'il y a deux propriétés bien définies. Mais vous avez vu avec ce tout simple exemple de la tasse et du bol, qu'il n'y a pas, en fait, même si on sait à peu près ce que sont les tasses et les bols, il n'y a pas une frontière scientifique définie clairement entre les tasses et les bols. Hein? On est bien d'accord. On ne peut pas se rabattre sur une espèce de super dictionnaire qui serait beaucoup plus précis que tous les autres pour que le jour où quelqu'un me dit ah ça c'est une tasse, et ben, je vais lui répondre non c'est un bol et je vais m'appuyer sur une espèce de source technique qui va permettre de prouver que c'est. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc on voit bien rien qu'avec ce tout petit exemple qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre façon spontanée, naturelle de catégoriser, pour les mots ordinaires, encore une fois, hein, pas pour les mots techniques, et que ce modèle des conditions nécessaires et suffisantes ne va pas être adéquat pour ça. Hein. Donc c'est ce qu'on va expliquer tout à l'heure. Voilà, donc je vous propose qu'on fasse 10 minutes de pause comme d'habitude, et puis je reprends juste après. Alors, je reprends donc sur cette question des modes de catégorisation. Alors, comme on l'a vu, avec les tasses et les bols, les membres des catégories ne sont pas nets. Hein. Mais il y a d'autres exemples, en fait, quand on commence à réfléchir aux exemples dans lesquels les catégories, les frontières des catégories ne sont pas nettes, on en trouve plein. Prenez l'exemple des meubles. Bon, il est clair qu'une chaise, une table, ce sont des meubles, ce sont des objets que vous allez mettre aisément tout de suite dans la catégorie des meubles. Un piano, est-ce que c'est un meuble? Alors peut-être vous allez me dire, oui, si je suis un déménageur, un piano c'est un meuble pour moi comme les autres. Si je joue sur ce piano, le piano va être plutôt dans la catégorie des instruments de musique. Mais est-ce que, si vous voulez, il y a une façon... Enfin, disons, un objet comme celui-ci peut entrer facilement dans les deux catégories. Prenez un abat-jour de lampe. Est-ce que c'est un meuble? Ou même une lampe, est-ce que c'est un meuble? Une lampe posée, par exemple, une petite lampe que vous posez sur une lampe de chevet, sur une table de chevet. Est-ce que c'est un meuble? C'est pas certain. Hein. Donc, on voit que là, dans des cas comme ceci, on hésite beaucoup. Les vêtements, c'est un peu la même chose. Vous prenez une chemise, une veste, un pantalon, ce sont des vêtements sans problème. Est-ce qu'une ceinture, c'est un vêtement? Est-ce que des chaussettes, c'est dans la catégorie vêtements? Alors, vous allez me dire oui, parce que je vais les trouver où, ces objets, des chaussettes, des ceintures? Je vais les trouver dans ce qu'on appelle des magasins de vêtements. Hein. Donc ça veut bien dire que ce sont des vêtements, mais on voit bien que même si j'admets qu'une ceinture, c'est un vêtement, je vois bien en même temps que ça n'est pas un vêtement d'une manière aussi évidente et aussi claire qu'une veste, une chemise, un pantalon, une robe, etc. Pourquoi? D'ailleurs, sur les sites internet sur lesquels vous allez pour acheter ce genre de choses, ces sites d'ailleurs doivent résoudre des problèmes de catégorisation très importants parce que si vous avez besoin d'acheter une ceinture, il faut que quand vous allez sur le site de telle ou telle enseigne qui vend des vêtements, vous puissiez trouver rapidement dans quelle catégorie va être la ceinture. Bon, on pourrait s'amuser à regarder comment les différents sites de vente de vêtements catégorisent. Vous pourrez regarder ça si ça vous amuse. En général, vous allez avoir des grandes sous-catégories, pantalons, vestes, je ne sais pas trop après pour la partie haute du corps, s'il y a un nom spécial, ou alors est-ce qu'on va distinguer les pulls, les t-shirts, etc. Bon, il faut résoudre ce genre de problème de catégorisation, mais vous savez bien que
tout ce qui n'est pas de toute évidence un vêtement va être dans une espèce de sous-catégorie fourre-tout qu'on appelle accessoire. Hein. Je veux dire les ceintures et tout ce qui tourne autour. Je sais pas, prenez les lacets de chaussures, des lacets de chaussures. Est-ce que ce sont des vêtements? C'est très bizarre, mais on ne voit pas dans quelle catégorie on va les mettre si on ne la met pas dans les vêtements. Donc ça va bien être dans les vêtements, mais voilà, dans avec les chaussures, peut-être est-ce que c'est un morceau des chaussures? Enfin, bon voilà, il y a toutes sortes de cas dans lesquels on voit bien qu'on utilise des mots alors que sans trop de difficultés en règle générale, mais que lorsqu'on y regarde de plus près, les frontières des catégories désignées par les mots ne sont pas floues, ne sont pas nettes du tout, elles sont floues au contraire. Hein. Et puis donc la conséquence, c'est ce que je viens de suggérer. Les catégories, du coup, ne sont pas homogènes. Une veste est un meilleur représentant de la catégorie vêtements qu'une ceinture. Hein? Une table est un meilleur représentant de la catégorie des meubles qu'un réfrigérateur, par exemple, ou un micro-ondes. Parce qu'un micro-ondes, c'est un meuble. Pas sûr. C'est pas trop. Hein? Bon. C'est tout à fait différent de ce qu'on disait tout à l'heure au sujet de l'oiseau dans la perspective des conditions nécessaires et suffisantes, qu'on disait mais il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'oiseau qui soit plus oiseau qu'un autre, puisque je définis par les conditions nécessaires et suffisantes. Donc il n'y a pas d'oiseau qui est plus oiseau qu'un autre. Soit il est vertébré et il a des plumes, soit il n'est pas vertébré ou il n'a pas de plumes. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de zone floue. Alors qu'on voit bien qu'avec quasiment n'importe quel objet quotidien, là j'ai pris l'exemple des meubles et des vêtements, on a toutes sortes de zones intermédiaires. Donc on devine bien que ça ne peut pas marcher par des conditions nécessaires et suffisantes. Alors donc certaines propriétés ne sont pas toujours vérifiées. On va le voir avec d'autres cas, mais là si je reprends l'exemple des vêtements, vous allez dire c'est quoi un vêtement en général? Si on demandait dans la rue à des gens de définir ce que c'est qu'un vêtement, je pense que la plupart des gens diraient que c'est quelque chose qu'on se met sur le corps pour se protéger le corps hein, du froid ou pour s'habiller, pour ne pas être nu. Bon, voilà, c'est quelque chose qui recouvre le corps. Bon. La ceinture, elle n'entre pas tellement dans cette définition, elle ne couvre pas grand-chose. Hein, bon. Alors, toutes ces observations ont conduit les chercheurs à découvrir qu'il existe un autre type, un autre mode de catégorisation, une autre façon de catégoriser, qu'on appelle donc la catégorisation par le prototype ou la sémantique du prototype. Alors, qu'est-ce que c'est que cette sémantique du prototype? Elle se caractérise par deux idées. D'abord, l'idée de prototype et ensuite la notion de niveau de base. Donc, on va voir ces deux idées. Le prototype, c'est ça. Vous voyez, en fait, là, c'est une représentation assez classique hein, que j'ai reprise, enfin une représentation qu'on trouve dans beaucoup de manuels de la catégorie des oiseaux, avec un prototype de l'oiseau au centre qui serait l'équivalent en français, ce serait le moineau, par exemple. Hein. Le moineau qui est le prototype de l'oiseau, qui est donc au centre de la catégorie. Ça veut dire que dans tous les membres d'une catégorie, il y a un ou plusieurs prototypes, c'est-à-dire les meilleurs représentants, le ou les meilleurs représentants de la catégorie. Donc à partir d'un centre, vous voyez, il y a d'autres, le canari, etc., qui sont des bons représentants. Et puis, d'une manière tout à fait périphérique, vous avez par exemple le pingouin et l'autruche, qui sont bien des oiseaux, mais qui sont dans les périphéries de la catégorie, c'est-à-dire qui ne sont pas des bons représentants de la catégorie oiseaux. Pourquoi, à votre avis, ce ne sont pas des bons représentants de la catégorie oiseaux, l'autruche et le pingouin? Je veux dire, oui, tout à fait, hein, c'est parce qu'ils ne volent pas. Donc, quelqu'un à qui on dirait, tiens, donne-moi les 5 noms d'oiseaux qui te viennent à l'esprit, celui qui va vous dire un pingouin hein, ou une autruche, ça va être très bizarre, c'est très peu probable. Hein. Effectivement, ces oiseaux ne volent pas.
Le fait qu'ils volent ou qu'ils ne volent pas est totalement indifférent du point de vue de la zoologie, hein, du point de vue de la classification scientifique, puisque la classification scientifique, c'est vertébrés à plumes. Mais du point de vue, et c'est là où on comprend bien la différence entre la vision scientifique du monde et la vision, disons, humaine, naturelle, spontanée du monde. Pour un être humain qui vit sur Terre, un oiseau, c'est quoi d'abord? C'est un petit animal qui vole. Hein. Donc, certes, on peut apprendre que certains oiseaux ne volent pas, mais notre catégorie spontanée de l'oiseau, c'est quand même le petit animal qui vole. Bon. C'est pour cette raison que, selon les cultures, hein, on va avoir des prototypes de l'oiseau et puis des oiseaux qui n'ont pas, ces propriétés de voler, mais qui ont quand même des propriétés qui font qu'ils entrent dans la catégorie scientifique de l'oiseau, mais du coup qui sont à la périphérie, hein, de la catégorie. Il reste que, du point de vue scientifique, encore une fois, tous ces oiseaux sont équivalents. Hein, sont tous des vertébrés à plumes, donc pour le zoologiste, il n'y a pas de problème. Mais pour nous, êtres humains, il y a une différence entre l'oiseau, disons, prototypique, ou les oiseaux prototypiques qui sont au centre de la catégorie, et qui, encore une fois, varient d'une culture à l'autre, et puis ceux qui sont périphériques. Un autre exemple, celui donc des meubles, qui est ici représenté à partir d'une étude, je vous disais que ces études datent des années 70, et la notion de prototype, elle a été au départ théorisée, ensuite documentée, analysée par une chercheuse, une psychologue, qui s'appelle Eleanor Roche, donc, dont l'apport vraiment est tout à fait essentiel et génial, hein, cette sémantique des prototypes. Alors là, ça vous montre un petit peu, vous voyez, on reconnaît un peu le schéma avec le centre, hein, la chaise, la table, le canapé éventuellement, et puis en périphérie des meubles, la télévision, le réfrigérateur, qui sont considérés comme des meubles, mais des moins bons représentants de la catégorie meubles. Alors, ce ne sont pas que des idées, si vous voulez, spéculatives. Hein. Tout cela est fondé quand même sur des protocoles expérimentaux, puisqu'on parle de psychologie cognitive, on parle de protocoles expérimentaux. Et là, vous avez deux exemples de ces protocoles qui permettent de prouver la structuration prototypique des catégories. Premier protocole, on demande à des gens, comme je vous le disais tout à l'heure, de donner en un temps limité, je ne sais pas, en 2 minutes, vous demandez à des centaines de personnes de noter le plus vite possible, le plus grand nombre possible de noms de meubles. Donc voilà, les gens écrivent des noms de meubles pendant, mettons, 1 ou 2 minutes. Hein. Et ensuite, vous comparez toutes les listes que les gens ont fournies. Et vous constatez que ce sont toujours les mêmes qui arrivent en premier. Peut-être même qu'il y en a un qui arrive toujours en premier. La chaise. Hein. Vous voyez, là, la chaise apparaît dans cette étude comme étant l'élément qui arrive en premier. Et ça vous auriez eu une autre... si on vous disait donner très vite un certain nombre de noms de meubles, vous auriez mis la chaise en premier? C'est difficile de le dire après coup. Hein. J'aurais dû vous poser la question avant de vous expliquer tout ça. Bref. Alors une autre façon de tester, c'est de donner une liste de noms de meubles et de demander à des participants à l'expérience de noter de 1 à 7 est-ce que c'est un bon représentant de la catégorie meuble. Est-ce que c'est un bon représentant de la catégorie meuble? Les gens mettent 1 ou 2 quand ils s'estiment que c'est un mauvais représentant, et ils mettent 7, 6, 7 quand ils estiment que c'est un bon représentant. Donc ces deux types de protocoles aboutissent à peu près au même résultat, hein, et donc à montrer que la structuration spontanée de nos catégories, elle est prototypique. Donc ça signifie que quand on catégorise spontanément, quelle est la conséquence de cette notion de prototype? La conséquence, c'est que on va catégoriser non pas à partir des propriétés, mais à partir de la ressemblance avec le prototype.
C'est-à-dire que vous avez dans votre esprit un ou plusieurs prototypes de la catégorie concernée. Et en fait, quand vous allez voir un objet nouveau, vous allez automatiquement mesurer les similarités avec le prototype. Si c'est très similaire, vous catégorisez très facilement. Et si ça n'est pas, si c'est pas similaire au prototype, vous mettez plus longtemps à catégoriser. Vous avez plus de mal à catégoriser. Donc, la catégorisation ne se fait plus, enfin, le principe, disons, de ce modèle de catégorisation, ça n'est plus les propriétés, la définition des catégories, mais la ressemblance avec le prototype de la catégorie. On catégorise à partir de la ressemblance avec le prototype. Alors, je disais, il y a une deuxième idée très, très intéressante dans cette théorie qui touche un autre aspect, qui touche cette fois-ci la hiérarchie des catégories. Alors, vous voyez que dans la hiérarchisation des catégories, on l'a vu tout à l'heure quand on a parlé des hyperonymes et des hyponymes, hein, vous avez animal avec chien, chat, etc. Donc animal avec donc, des sous-catégories que sont le chien, le chat, et puis à l'intérieur des sous-catégories de chien, vous avez le teckel ou je sais pas, le berger allemand, enfin tout ce que vous voulez. Alors, pour comprendre cette idée de hiérarchisation de niveau dans la hiérarchie des catégories, il faut d'abord se rendre compte que quand vous prenez un objet, un être quelconque, déterminé, mettons un chien dans la rue, pour désigner ce chien, vous avez en fait un ensemble de possibilités, pas infini, mais très grand. Alors vous pouvez dire ce chien. Mais vous pouvez dire cet animal. Vous pouvez dire à la limite ce vertébré. Vous pouvez dire cet être vivant. Mais vous pouvez dire ce teckel. Vous pouvez même dire ce teckel à poil ras, je ne sais pas quoi, enfin bon, un sous-type de teckel, etc. Vous voyez que, en fait, quand vous voulez désigner un référent précis, vous pouvez le faire à partir d'une catégorie très large, ou alors à partir d'une catégorie très étroite. Hein. Mais après, comme ça, je veux dire, si on n'y réfléchit pas spécialement, on a le choix. D'ailleurs, dans les textes, vous savez bien, pour éviter des répétitions, on va dire Condorcet a dit dans tel livre que, et plus loin, on va dire le philosophe estimait que, etc. Donc on va reprendre Condorcet, désigner la même personne, le philosophe Condorcet, en disant le philosophe. Donc en prenant un terme beaucoup plus général, hein, qui renvoie de manière anaphorique au précédent. Donc c'est un procédé qui est tout à fait naturel et on a cette possibilité constamment de choisir différentes possibilités. Alors, du point de vue strictement logique, toutes ces possibilités s'équivalent. Je veux dire, vous prenez n'importe quoi, vous pouvez le mettre dans l'une ou l'autre des catégories, que la catégorie soit grande ou petite, l'essentiel c'est qu'on s'y retrouve. Hein. Voilà, regarde cet animal pour montrer un chien. Évidemment, dans la vie courante, c'est très peu probable que quelqu'un vous montre un chien en disant ah, « regarde un peu ce vertébré ». Ce serait très étrange, mais bon. Du point de vue logique, ce n'est pas du tout impossible. Alors que du point de vue psychologique, là, les choses sont complètement différentes. En fait, Roche a montré qu'il y a en fait, parmi les niveaux de catégories, entre les catégories très très générales et les catégories très très précises, il y a un niveau intermédiaire qu'elle appelle le niveau de base, qui est le niveau de dénomination préféré. En fait, les êtres humains ne catégorisent pas en choisissant n'importe quel niveau dans la hiérarchie des catégories. Ils catégorisent en sélectionnant un niveau spécial qu'on appelle donc le niveau de base. Le niveau de base, c'est quoi? Eh bien, vous voyez, par exemple, on parlait d'un chien, ça va être chien. Pour tout ce qui est fruits, etc., on va être sur le nom du fruit comme pomme, ou pour les meubles, sur le type de meuble comme chaise. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, là aussi, il y a des tests qui le montrent. Hein. C'est-à-dire que si vous montrez une image, prenez des épreuves classiques en psychologie cognitive de dénomination. Hein. Vous montrez à des gens des images,
et vous leur demandez qu'est-ce qu'il y a sur cette image. D'accord? Bon. Montrez une image de chien. Personne ne va dire c'est un animal. Personne ne va dire c'est un caniche. Enfin, ça, à la rigueur, c'est possible si quelqu'un a un caniche, etc. Mais la plupart des gens, presque toujours, vont dire c'est un chien. Ils ne vont pas choisir la catégorie très générale, ils ne vont pas dire c'est un être vivant, etc. Ils vont dire c'est un chien. Vous leur montrez une image avec une banane, ils vont dire c'est une banane. Ils ne vont pas dire c'est un fruit. Ils ne vont pas dire non plus c'est je ne sais quel type de banane. Bon, ce n'est pas un très bon exemple la banane parce que je ne connais pas trop, c'est pas très connu les types de bananes. Mais mettons les pommes. Ça, il y a plein de sortes de pommes qui sont connues, entre les pommes Granny Smith, les pommes Golden, les pommes, tout ce que vous voulez. Bon, si vous montrez une image de pomme à quelqu'un, il ne va pas vous dire, et que vous lui demandez qu'est-ce qu'il y a sur cette image, il va vous répondre c'est une pomme. Il ne va pas vous répondre c'est un fruit, il ne va pas vous répondre c'est une pomme Golden, etc. A priori. Donc ça veut dire qu'il y a un niveau préféré qui est le niveau de base. Ça, c'est très important quand on enseigne, par exemple, hein, parce que pour les enfants, il faut vraiment privilégier ce niveau de base, parce que c'est là, ça a toutes sortes de propriétés, mais c'est quand même un niveau de dénomination très important. Et à partir de ce niveau de base, il y a ce qui est au-dessus et ce qui est au-dessous. Hein, les niveaux superordonnés au-dessus et les niveaux subordonnés ou infraordonnés en dessous. D'accord ? Donc là, si vous voulez, le schéma a l'air de ressembler au schéma que je vous ai montré tout à l'heure de hiérarchisation des catégories, mais il est totalement différent parce qu'on passe d'une perspective logique à une perspective psychologique. Et là où toutes les possibilités étaient équivalentes du point de vue logique, pour utiliser une catégorie afin de désigner un référent singulier, eh bien, du point de vue psychologique, on se rend compte que tous les niveaux de catégorie ne se valent pas et qu'il y a un niveau de dénomination préférée qui est le niveau de base. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce niveau de base, hein? Et là, je cite un passage de Kléber, enfin non, c'est un passage de Roche cité par Kléber peut-être, ou alors, oui, ça doit être ça. Mais en tout cas, vous pouvez aller voir cet article ah oui, j'ai même pas mis la date, hiérarchie lexicale, catégorisation verticale et termes de base, de Kléber. Donc, voici comment Roche caractérise les objets de base, hein, les objets du niveau de base. Quand elle dit les objets basiques, ça veut dire les objets appartenant au niveau de base. Vous voyez, elle parle des objets, hein, mais en réalité, elle parle des catégories. D'ailleurs, elle vous dit les objets basiques sont les catégories. Donc c'est un peu flottant c'est peut-être la traduction qui est mauvaise, mais les objets basiques donc, sont les catégories les plus inclusives dont les membres, première chose, possèdent des nombres significatifs d'attributs en commun, deuxièmement, ont des programmes moteurs qui sont semblables les uns aux autres, ont des formes similaires et peuvent être identifiés à partir des formes moyennes de la classe. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de chacune de ces caractéristiques, mais je vais vous expliquer le principe. C'est que, en fait, ce que l'esprit humain cherche, c'est la forme la plus générale possible, la catégorie la plus générale possible, mais qui est quand même informative. Et il y a un critère qui est parmi tous ceux qui sont donnés, qui est le plus simple à comprendre, il y en a peut-être deux, c'est celui de l'imageabilité, c'est-à-dire est-ce qu'on peut se représenter, est-ce qu'on peut dessiner la chose. Vous voyez, quand vous prenez l'exemple de la pomme, là, tout à l'heure, une pomme, vous pouvez la dessiner, mais vous ne pouvez pas dessiner un fruit, en fait. Vous ne pouvez pas dessiner un fruit. C'est une catégorie trop abstraite, en quelque sorte. Il n'y a pas des points communs entre les fruits suffisamment grands pour que ça en fasse une catégorie qui soit pertinente pour l'être humain. Vous voyez, il y a une espèce d'équilibre entre ce qui est informatif et ce qui ne l'est, et ce qui est suffisamment informatif et ce qui est trop informatif et qui ne sert à rien. C'est-à-dire que si, dans l'exemple des pommes, j'ai besoin de quelque chose de suffisamment informatif pour me dire de quelle sorte de fruit il s'agit, donc je dis pomme, mais je n'ai pas besoin d'aller dans le détail des sous-types de pommes. Les programmes moteurs qui sont semblables, là aussi,
bon, dans le cas des fruits, ce n'est pas tellement pertinent, mais l'idée que les programmes moteurs soient semblables, prenez les... qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Les chaises ou n'importe quoi, parmi les sous-types de meubles. Ce qu'on appelle un programme moteur, c'est le fait que quand vous prenez une chaise, c'est quelque chose qui va vous servir à vous asseoir avec un dossier. Vous savez quoi en faire. Il y a un programme moteur qui caractérise toutes les chaises. Et un programme moteur d'un certain type, assez précis. Voyez, si on vous montre une chaise, vous allez dire chaise. Vous n'allez pas dire meuble. Vous n'allez pas dire chaise de... Alors, chaise de quoi? Ça pourrait être une chaise de bureau, une chaise de... je sais pas moi, des sous-types de chaises. Ce qui va être important par rapport au canapé, qui est un autre genre de siège, c'est que le programme moteur du canapé, ce n'est pas le même que le programme moteur de la chaise. C'est-à-dire que la façon dont vous interagissez avec une chaise n'est pas la même que celle dont vous interagissez avec un canapé. Le canapé, vous pouvez vous allonger, vous reposer, etc. La chaise, vous vous asseyez dessus pour travailler, manger, enfin faire toutes sortes de choses. Donc, et c'est ça qui va expliquer pourquoi on utilise le mot chaise plutôt que le mot siège comme dénomination de base. Parce qu'on a besoin d'une dénomination qui soit suffisamment générale. Ce n'est pas la peine que je dise que c'est une chaise en bois, par exemple. Pas la peine que je dise que c'est une chaise en métal, etc. C'est une chaise. Bon, je n'ai pas besoin de ces informations supplémentaires. D'accord? Ce serait trop précis. Je cherche le niveau le plus général. Et quand j'arrive à chaise, si je vais au-dessus, j'arrive à quoi? J'arrive à siège. Mais siège, du coup, il n'y a plus un programme moteur commun entre chaise, canapé. Dessine un siège. Là aussi, bon, je pourrais dessiner. C'est plus facile que... Alors, quand on dit dessine un siège ou dessine un fruit, on comprend dessine n'importe quelle sorte de siège ou n'importe quelle sorte de fruit. Mais ça ne va pas être représentatif du fruit en général. Bon, donc voilà, c'est ça l'idée, c'est que ce n'est pas pour rien que ces niveaux-là sont des niveaux de base. Ce sont les plus généraux, mais les plus généraux, c'est-à-dire dépouillés de toutes les informations trop précises, inutiles dans la vie quotidienne, mais pas trop généraux pour qu'ils maintiennent quand même une imageabilité, des programmes moteurs communs, enfin, que cette notion de catégorie, elle est en quelque sorte une efficience dans la vie quotidienne. Bon, vous lirez dans le PowerPoint, je vous donne d'autres caractéristiques là, des niveaux de base. Je termine sur ce point avec cet exemple qui me semble assez parlant de Roche, là, où elle indique, donc, elle prend le cas donc, d'une histoire avec deux chiens. D'accord? Dans une histoire de deux chiens, un caniche et un épagneul, on pourrait référer de façon répétée à chacun des deux chiens en utilisant le terme de sa catégorie sous-générique. Donc, on va parler du caniche ou de l'épagnol, plutôt que celle du Volksgenus, là, donc c'est le terme générique, le terme plus général, l'hyperonyme, si vous voulez, chien, afin de distinguer les référents l'un et l'autre. Mais, donc ça, c'est si j'ai deux histoires, si j'ai deux chiens, je vais utiliser caniche ou épagnol, je ne vais pas dire chien, parce que sinon je ne sais pas duquel des deux je parle. Mais, dans une histoire avec un seul chien, pourquoi devrait-on l'appeler de façon répétée épagnol plutôt que chien? Le terme épagnol, quand il est employé, véhicule le trait différent sur certains points de ce qu'on pourrait imaginer en voulant imaginer un chien. En d'autres termes, quand il est employé, le terme souligne le caractère spécial du référent. Cet accent mis sur le caractère spécial du référent est parfaitement compréhensible dans un contexte contrastif, c'est-à-dire si j'en ai besoin, si j'ai une histoire de deux chiens, j'ai besoin d'aller dans ce détail de précision dans la sous-catégorisation. Mais s'il n'y a pas de risque de confusion, comme d'une histoire qui ne part que d'un chien, ce n'est pas naturel, ce serait stylistiquement marqué. Alors, pas naturel stylistiquement marqué, ça n'est pas pour dire que c'est impossible, mais ça produira un effet spécial et ce n'est pas ce qu'on attend. Si on parle d'un seul chien, ce n'est pas la peine de préciser de quel type de chien je parle.
voyez, imaginez une histoire, je ne sais pas, n'importe quoi, une histoire drôle, où quelqu'un vous dit ah, c'est l'histoire d'un épagnol qui, etc. Et puis, en fait, toute l'histoire raconte l'histoire de l'épagnol, mais qui pourrait être valable pour n'importe quel autre chien. On vous dira, oui, non, mais elle est bizarre ton histoire, pourquoi tu parles d'un épagnol alors que ça pourrait être pour n'importe quel autre chien? Vous voyez, ça marcherait l'histoire drôle si en fait, dans la chute de l'histoire, il y a quelque chose qui concerne ce type de chien précis. Bon, il faudrait que je trouve un exemple, mais on va pas approfondir, vous avez bien compris, je suppose. Donc, je résume là les thèses principales de la sémantique du prototype. La catégorie a une structure interne prototypique, donc, c'est-à-dire que tous les exemplaires de la catégorie, tous les membres de la catégorie ne sont pas représentatifs de la catégorie au même degré. Il y a des membres plus représentatifs que d'autres, et ces membres plus représentatifs, c'est ceux qu'on appelle le prototype, ou les prototypes, hein, il peut y en avoir plusieurs, comme dans l'exemple des meubles. Deuxièmement, le degré de représentativité d'un exemplaire correspond à son degré d'appartenance à la catégorie. Donc plus l'exemplaire est représentatif, plus il est proche du prototype, eh bien, plus on peut dire qu'il appartient vraiment à la catégorie. Les frontières de la catégorie sont floues, ça on l'a bien vu. Ensuite, l'appartenance à une catégorie s'effectue sur la base du degré de similarité avec le prototype, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est ça la grande différence de fonctionnement par rapport au modèle des conditions nécessaires et suffisantes qui, eux, vont se baser sur les propriétés générales de la catégorie. Et puis enfin, la catégorie s'effectue de façon globale et pas analytique. On ne va pas regarder propriété par propriété pour vérifier si l'élément appartient ou non à la catégorie. Alors, on peut terminer sur la notion de catégorisation en disant que la catégorisation, c'est une opération fondamentale de l'être humain, hein, comme disait Lakoff, qui est un grand linguiste américain. Sans la capacité de catégoriser, nous ne pourrions pas fonctionner du tout, ni dans le monde physique, ni dans nos vies sociales et intellectuelles. Hein. Qu'est-ce que ça voudrait dire, ne pas pouvoir catégoriser? C'est presque inimaginable hein, pour nous. Ça voudrait dire, imaginez un être qui n'a aucune catégorie. Ça veut dire que tout ce qui existe est totalement singulier et incomparable à autre chose. Tout ce qu'il voit. Il n'y a même pas, je pense qu'il n'y a pas d'être vivant qui soit comme ça. C'est presque inimaginable. Ça voudrait dire que deux grains de sable sont deux choses qui n'ont pas plus à voir l'une avec l'autre qu'un grain de sable et un ordinateur. Bon. Parce qu'au fond, il n'y a plus de catégorie. Chaque chose est une pure singularité incomparable à toutes les autres. Voyez. Alors, cette notion de singularité, de choses incomparables avec toutes les autres, c'est pas. Alors, ça n'est pas totalement absent des vies humaines. Hein. Pourquoi? Parce que, bien sûr, il y a la singularité de sa propre personne. Hein. Soi-même, on se sent comme un être singulier, comparable à aucun, même si on est dans toutes sortes de catégories. Hein. Des catégories physiques, psychologiques, géographiques, politiques, en vivant dans tel ou tel pays. Bon, bref. Donc, on est dans des catégories, mais nous sommes des êtres singuliers, hein, tous. Sauf que cette espèce de pulsion de la catégorisation dans laquelle sont les êtres vivants, cette capacité impossible à réprimer de catégoriser, fait qu'il est très rare qu'on atteigne la singularité des êtres ou des choses. C'est-à-dire que la plupart des gens que vous voyez autour de vous et qui sont autour de vous, vous les voyez, encore une fois, comme étant, non pas comme des singularités, mais comme étant des membres de telle ou telle catégorie ou sous-catégorie. Hein. Y compris vos proches, même vos parents, vous pouvez les mettre dans la catégorie des parents. Ils vont agir comme agissent tous les parents, par exemple. Hein. Donc, vos frères, sœurs, même si vous avez une vague idée de leur... une vague idée, vous savez que
comme vous, vous avez une singularité en tant qu'être humain unique, incomparable, etc., eh bien, vous avez vos semblables, les autres êtres humains qui sont vos semblables, ont aussi, hein, par analogie, vous savez que par analogie, les autres ont aussi cette singularité. Mais cette singularité, au fond, elle joue un rôle minuscule dans nos vies humaines. Alors, sauf, vous avez par exemple l'œuvre d'art, l'art est une façon d'essayer de reconquérir la singularité au-delà des catégories. Mais après, vous avez l'histoire de l'art qui va vous remettre les catégories, et même la chose la plus inouïe, la plus singulière, à un moment donné, va entrer dans une catégorie de l'histoire de l'art, par exemple. Hein. Bon. Donc, il y a quelque chose de très intéressant dans cette notion de catégorie, de catégorisation. Elle est absolument indispensable, mais son inconvénient, c'est qu'elle nous masque les singularités pures. Hein. Bref. Alors, la catégorisation, en fait, comme elle est basée sur les prototypes et sur les ressemblances entre les membres d'une catégorie, c'est une capacité qui nous vient d'une capacité plus générale, une capacité cognitive plus générale, qui sont les capacités analogiques. Hein. L'être humain, comme tous les animaux, sont des êtres. L'être humain est analogique au sens où il passe son temps à établir des liens de similarité entre les choses qu'il voit. Et c'est ça aussi la catégorisation. Hein. C'est effectuer des analogies entre des choses pour les mettre dans une seule et même catégorie. Je le mentionne parce que c'est quelque chose sur lequel vous pourriez travailler en master, hein, cette notion d'analogie. D'ailleurs, c'est vrai, je vais conclure sur ce point parce que je crois qu'on arrive au bout de l'heure. Il faudra peut-être dans le dernier cours que je vous dise un tout petit mot des possibilités de master en linguistique quand même, hein, pour celles et ceux d'entre vous qui seraient susceptibles d'être intéressés, parce que là, il faut quand même vous décider à partir du deuxième semestre, hein, quand même commencer à réfléchir sérieusement si vous souhaitez faire un master en linguistique ou en autre chose, et quelle que soit disons la spécialité dans laquelle vous souhaitez faire votre master, à supposer que vous continuiez vos études en master, eh bien, il faut commencer à prendre contact pendant le second semestre de la licence avec les professeurs avec qui vous auriez envie de travailler en master, hein, le ou la professeur avec qui vous auriez envie de travailler en master. Il faut le faire dès le deuxième semestre, mais je vous en reparlerai un petit peu la semaine prochaine. Bien, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie de votre attention et je vous dis donc à la semaine prochaine.